surtout. Vous voulez faire un clap des mains? Alors, bonjour Emmanuel Mouret. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Marseille. C'est ici que vous cachez, entre guillemets? Non, j'ai pas l'impression de me cacher, si ce n'est peut-être me cacher de mes enfants pour avoir parfois un peu de tranquillité. Ouais. Alors, c'est ici que vous avez grandi. Vous dites souvent que Paris vous a fait aimer Marseille. Vous n'aimiez pas Marseille quand vous y habitiez jeune? Disons que j'ai quitté Marseille peut-être en me sentant un peu isolé dans ma passion, enfin, qui était celle de vouloir faire des films. Et que j'ai rencontré de suite des personnes, on va dire, qui étaient animées par la même passion dès que j'ai mis les pieds à Paris, qui étaient d'ailleurs beaucoup de gens de province. Donc c'est pour ça que Paris a ce côté lieu de rendez-vous. Donc quand quelque part j'ai fui Marseille, c'était plus une sensation d'étouffement, de se sentir isolé dans ce qu'on avait envie de faire. Après c'est vrai que vivre à Paris et ensuite peut-être commencer à faire des films m'a aidé à porter un nouveau regard sur ma ville et surtout à la découvrir, notamment en faisant des repérages pour des films. Donc c'est presque via le cinéma que j'ai redécouvert ma ville. Oui. Alors quand on voit votre filmographie, vos premiers films, donc Les Ondes Lucifer, Vénus et Fleurs, Promène-toi toute nue, des films qui sont dans la nature quasiment, puisque c'est dans les calanques, la longue, etc. Et puis petit à petit, à part peut-être la parenthèse avec l'art d'aimer, vous allez vers des décors plus urbains, parisien. Est-ce qu'il y a une décision de votre part ça, non, je choisis peut-être plus Paris parce qu'une ville comme Marseille, si on tourne dans cette ville, on va se dire pourquoi on est là. Paris, c'est la capitale, on ne se pose pas de questions. D'ailleurs, c'est un peu comme dans les films américains. Si un film se passe à New York ou à Los Angeles, on ne se pose pas beaucoup de questions. Si ça se passe à Phoenix, à Dallas, dans une petite ville américaine, on va se dire, ça fait partie du sujet du film. Est-ce que vous écrivez parfois pour des lieux, comme certains écrivent pour des acteurs? Oui, Promets-toi donc tout nu, moyen métrage qui était basé sur une visite à Marseille. Donc il y avait quelque chose en tout cas du lieu qui était déjà inscrit. Dans ce court métrage, votre personnage que vous incarnez dit régulièrement on n'a pas l'impression d'être à Marseille, mais on est toujours à Marseille. Comme si vous aviez l'impression de montrer quelque chose d'un espace qui vous était très intime. Et comme souvent on voit certains cinéastes décorer les chambres d'appartement de leurs personnages avec ce qu'ils aiment, etc. Est-ce que vous avez l'impression que quand on démarre dans le cinéma, c'est tous nos goûts, tous nos... Moi, le film a été fait en 97. À partir du moment où il y a eu la ligne TGV en 2001, il y a eu aussi beaucoup de tournages qui ont afflué sur Marseille. Mais Marseille était connue surtout pour le côté Pagnol, French Connection, ou Robert Guédiguian. Et le côté sud de Marseille, Calanques, ville aussi peut-être plus entre ville bourgeoise et le lieu presque de villégiature et tout ça. N'était pas connu, donc j'avais envie quelque part de jouer. C'était un peu la contre-corde à celle de Guédiguian, de Pagnol. Vous avez eu une éducation cinéphile par vos parents ou ça a été de manière très autodidacte? Non, j'ai pas eu une enfance cinéphile. Je dirais bien au contraire, puisque j'ai plutôt été privé. On ne peut pas dire d'une façon autoritaire, mais il n'y a pas de télévision chez moi. Mes parents ne mettaient jamais les pieds au cinéma. Ça a toujours déplu à mon père. C'est presque une question d'une privation, mais on pourrait dire pas qui était active, en tout cas une privation ressentie à l'égard du cinéma qui peut-être a appuyé cette fascination. Et donc non, la cinéphilie s'est plutôt déclenchée pendant l'adolescence et surtout à partir du moment où on a pu faire l'acquisition d'une télé et d'un magnétoscope. Voilà. Parce qu'à Marseille, beaucoup de films étaient difficiles d'accès, soit par mes lectures, notamment Truffaut, Renoir. En lisant leurs ouvrages, j'essayais de suivre et de voir les films qu'ils citaient, les cinéastes qu'ils citaient, et d'être, je veux dire, un bon petit écolier, mais à ma façon. Donc, pas en essayant de découvrir toute l'actualité, mais plutôt en essayant de dérouler le fil de certains cinéastes qui m'avaient fasciné. Voilà. Alors vous dites que votre cinéphilie est apparue, en tout cas s'est développée plutôt à l'adolescence. Je me sens plus du tout un cinéphile. Moi, pour le coup, elle s'est arrêtée. Vous avez fait du cinéma. Voilà, je pense qu'elle s'est arrêtée, oui, quand je fais du cinéma ou avec la Fémis, d'une certaine manière. Je suis un petit cinéphile au regard d'amis. Par exemple, je pense à une collaboration de travail qui m'est très précieuse, qui est le directeur de la photographie avec qui je travaille, qui est Laurent Desmet, qui pour le coup a une cinéphilie bien plus développée que la mienne, qu'il continue, on va dire, de nourrir, mais plutôt aussi à travers un cinéma classique. Et j'allais dire, c'est mon fournisseur de films, c'est lui qui me dit, mais il faut absolument que tu vois tel film, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je continue à découvrir des choses. Mais je pense aussi que les cinéastes
se nourrissent quelque part dans la cinéphilie. On fait des films parce qu'on aime des films. Et c'est le cinéma qui nous a donné envie de faire du cinéma. Et le cinéma parle de cinéma d'une certaine manière. Donc on réagit par rapport au film. Et c'est toute l'histoire de l'art, c'est nourri grosso modo de ce qui a été fait auparavant. On est, qu'on le veuille ou non, dans une certaine forme de tradition. Donc l'avantage dans la période des films de cinéma parlant des années 30 aux années 50, c'est qu'aujourd'hui déjà il est presque décontextualisé de sa contemporanéité, donc on peut voir les films au-delà de leurs effets de posture. Ils sont nettoyés de toutes les postures qu'il peut y avoir dans un cinéma plus contemporain. C'est pour moi de véritables sources, en tout cas, d'inspiration. Alors, selon ce que vous dites, est-ce qu'on peut être cinéaste sans avoir été cinéphile ? On peut avoir envie de faire des films simplement à cause d'un seul film. On ne peut pas être épargné, on va dire, d'avoir vu des films aujourd'hui. On est nécessairement contaminé par les images, on dirait, ou l'audiovisuel. Donc on a une idée de comment ça s'écrit. Faire un film, c'est simple. Après, la difficulté, c'est de faire un bon film. L'usage du langage, on le pratique tous d'une certaine manière. C'est comme peut-être la misographie. On peut décider de faire des tableaux sans connaître ni Van Gogh, ni Chardin. C'est ce que font d'ailleurs les enfants. Je n'ai pas l'impression d'avoir été fait uniquement par le cinéma et d'être le produit uniquement des films que j'ai vus. Et je me suis également intéressé à la peinture, à la lecture. J'ai rencontré des gens, donc beaucoup de choses. Pourquoi je me suis intéressé au cinéma? C'est peut-être parce que c'est ce qui me fascinait le plus. Peut-être parce qu'il y avait quelque chose dans la matière du cinéma. C'était une lubie au départ. Comme les films me faisaient rêver, je me suis dit, faire des films, ça doit être bien. C'était pas une forme de rébellion de faire du cinéma? Oui, de rébellion, je ne me suis jamais senti rebelle, et oui, mais je pense que le cinéma, s'il a quelque chose, en tout cas pour moi, c'est le contraire de la vie scolaire. Donc en effet, c'est le lieu de la rêverie, de la fantaisie, de l'insolence, de l'impertinence, de l'invention, de la récréation d'une certaine manière. Et c'est tout ça que représentait oui, le cinéma. Il faut être un peu mauvais garçon pour faire du cinéma? Moi, je ne me vis pas du tout comme un mauvais garçon, non, je ne crois pas. Oui, je crois que je serais même plutôt un bon garçon qui a ses rêveries. Je suis quelqu'un de plutôt... je me considère comme plutôt poli, et je l'étais étant adolescent. Donc, ce qu'on entend comme un bon garçon, ça m'évoque pas grand-chose. Non, je crois que l'écriture du cinéma s'adresse à toute forme de tempérament. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les films. Un film est beaucoup plus, parfois, le fruit d'un tempérament que d'une maîtrise, d'un savoir quelconque. C'est notre tempérament, peut-être avec notre intelligence, qui nous donne une relation particulière aux choses. Un film est quelque part, on va dire, une empreinte de cette relation. C'est ce qu'on goûte en tout cas dans un film. C'est la qualité sans jugement de valeur. C'est de la relation qu'on nous propose par rapport à tel sujet, puisque tous les sujets on les connaît. Et par contre, voilà, chacun va proposer sa relation à la chose. Et on sera peut-être plus touché tant la relation est singulière. Singulière tant elle est honnête par rapport à son ressenti, et elle échappe quelque part à toute posture. Un film que vous jugeriez mauvais, serait un film dans lequel vous ne ressentiriez pas assez le tempérament du cinéaste, par exemple? D'une certaine manière, oui. C'est un film, moi ce que je dirais, c'est un film scolaire. C'est où le cinéaste a voulu se cacher derrière du bien faire, derrière des bonnes intentions, ou derrière des postures, et dans lequel il a mis quelque part à distance son ressenti. Donc il faut être audacieux pour faire du cinéma. D'une certaine façon, oui. Sauf que ça ne se reconnaît pas en soi de loin, l'audace. Ça peut se faire dans la douceur comme dans la fureur. Mais en même temps, le vrai plaisir, il est dans cette audace, dans se dire « allez, j'y vais, tant pis ». Voilà. Tant pis si ça ne marche pas. Tant pis parce que quand on livre quelque chose, il y a toujours la crainte de ne pas être dans les clous, justement. Alors vous disiez que
vous n'avez pas, en tout cas, reçu le cinéma par vos parents. Est-ce que vous avez une éducation portée vers les arts et la culture ou pas du tout? Oui, 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 puisque j'ai eu la chance d'être entouré par, en effet, un père qui est, voilà, qui est sensible, on va dire, à l'artisanat, aux objets, ou tout simplement ce qu'on peut appeler quelque chose, un mot qu'on ne prononce peut-être plus trop aujourd'hui, à la beauté. Et Vous avez appris le goût des belles choses, vous voulez dire? peut-être transmis, je ne pense pas qu'on ait nécessairement le même goût, mais peut-être l'importance de la beauté. Est-ce que, lorsque vous avez voulu faire du cinéma, est-ce que vous avez eu à un certain moment de votre adolescence donc une certaine réticence à vous dire ce milieu n'est pas pour moi, moi venant de province et d'un milieu non cinéaste, ce n'est pas pour moi? Oh ben, en tout cas, je vais dire peut-être encore aujourd'hui, c'est un métier fait de doute et d'obstination. Oui, je me suis jamais senti légitime à faire des films. Et dans des moments de fatigue, je peux aussi me le demander. Mais de toute façon, il n'y a pas de mérite et il n'y a pas de légitimité à faire du cinéma, puisque je pense qu'il se fait beaucoup plus de mauvais films que de bons films. À cause de cette culture un peu classique, on ne voit que la crème de la crème. Si on plonge dans le cinéma classique, dans ce travail un peu de misographie, avec toutes les erreurs aussi que ça comporte, et surtout les oublis, on a en effet une qualité incroyable par rapport à la production contemporaine, mais c'était le cas à l'époque, et c'est normal que voilà, pour quelques perles, il faut beaucoup d'huîtres vides. Mais oui, j'ai pu, en tout cas dans ma jeunesse, évidemment, beaucoup douter de ma légitimité à faire des films. Votre acceptation à la féministe vous a rassuré vis-à-vis de ça? Oui, oui, oui. Puisque moi je suis rentré, j'avais plus de 24 ans, donc j'avais déjà plus de 6 années d'errance après mon bac, donc ça m'a fait du bien d'une certaine manière. Mais je me souviens bien, en tout cas dans ces années de jeunesse, on attend le jour où on va y arriver. Voilà, un jour on se dit un jour je serai arrivé, et en fait on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Voilà, même en ayant fait quelques films maintenant, on est toujours dans l'incertitude du prochain, si on va faire le prochain. On a bon espoir, on est peut-être un peu plus serein que ce qu'on était plus jeune, heureusement, mais avec aussi des semonces assez violentes, qui peuvent être aussi parfois même plus violentes, puisque j'ai fait des films qui ont été bien accueillis, mais je n'ai jamais connu le succès. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui met à l'abri au succès, mais ce que j'ai pu en observer aussi, ceux qui prouvent du succès savent que ça ne dure qu'un temps, les gens ne sont pas dupes. Et je crois que ce n'est pas non plus très, très tranquille à vivre. Vous avez eu besoin de revenir à Marseille ici, justement par un besoin de tranquillité par rapport à votre vie parisienne? Peut-être, oui, qu'il y a une mise à l'écart qui me correspond bien et qui peut-être me rend plus serein, tout à fait. Vous avez eu la chance d'avoir votre film de fin d'études avec une sortie en salle. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un parcours sans embûches, entre guillemets? Non, j'ai l'impression que tout a été long, difficile à gagner, et que ça continue. Et d'ailleurs, j'ai pu en effet enchaîner sur un premier long métrage après ma sortie de la FEMIS. En 99, il a fallu attendre 2002, donc ça fait 3 ans pour tourner le deuxième, mais sans un sou. Et ensuite, 2006, 4 ans pour tourner mon troisième, aussi sans un sou, changement d'adresse. C'est à partir de changement d'adresse que j'ai commencé, on va dire, à gagner ma vie en faisant des films. Donc j'avais 36 ans. Après, il y a personne qui la gagne en faisant autre chose, mais ça me semblait un peu long. Vous avez une place un petit peu atypique dans le cinéma français, un petit peu entre deux chaises. Vous faites du cinéma qu'on pourrait qualifier de populaire, en tout cas par vos têtes d'affiche, qui sont relativement, j'ai l'impression, accessibles au plus grand nombre. Et pourtant, vous ne faites pas énormément d'entrées et vous êtes de manière indéniable jugé comme un acteur. Ce placement dans le cinéma français, qui est un petit peu indéfinissable, en tout cas inclassable, difficilement positionnable en tout cas, vous gêne, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous en fichez totalement?
Non, c'est une position, on va dire, inconfortable, un peu entre deux chaises. En tout cas, le constat est assez juste. Je le ressens, voilà, parfois, voilà, dans certains retours de commission, où le côté auteur n'est pas assez radical, ou du côté du financement de chaîne, c'est pas assez large public. Donc, vous voyez, mais je pense que s'il y a quelque chose, en tout cas, de cette situation que j'ai voulu, que j'ai provoqué d'une certaine manière. C'est une façon à la fois de provoquer un excès de pause dans le cinéma indépendant et en même temps de rester très, très honnête à ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être trop intime pour un cinéma grand public. En termes d'exploitation, en tout cas sur Marseille, vos films sont généralement diffusés dans les salles d'arrêt d'essai. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres salles de France. On pourrait tout à fait penser que certains de vos films puissent être en tout cas projetés dans des multiplex. Est-ce que la commercialisation à outrance du cinéma dans le multiplex, qu'on a ici les Trois Palmes, qui est un exemple plus local, est-ce que vous avez une gêne par rapport à voir vos films dans ce genre de cinéma ? Je pense non, puisque d'une certaine manière, je n'ai jamais eu un film aux Trois Palmes. Je crois que j'en ai déjà eu au Pâté Plan de Campagne, mais bon, après, le public de ces multiplex, voilà, peut-être ne se trompe pas sur ce qu'ils ont envie d'aller voir, voilà, donc en tout cas ne se presse pas pour aller voir mes films. Je pense que j'ai toujours cette idée, je ne sais pas dans quelle manière elle est complètement vraie, mais de ces cinéastes, on va dire, de l'âge d'or du cinéma, qui faisaient des films, voilà, à la fois très, très intelligents, très personnels, et pour un grand monde. Regardons par exemple le cinéma d'Hitchcock, qui est admiré, et à très juste titre, par l'ensemble de la cinéphilie, et en même temps, voilà. Donc il y a cette ambition, oui, qu'un film puisse être perçu au cours de l'évolution de sa sensibilité à travers les âges, voilà, être visible partout. C'est que peut-être si j'étais un adolescent aujourd'hui, je suivrais mes camarades vers des multiplex, ce qui est malheureusement la mode aujourd'hui. Peut-être je les suivrai aveuglément parce que on va là où vont ses amis, on se laisse entraîner. On n'a pas forcément les outils pour penser librement quand on est jeune. En revanche, je me souviens d'un voisin qui me racontait que lui, à son époque, quand il était étudiant à Montpellier, ça faisait mauvais genre d'aller voir des films commerciaux. Et donc il disait, oui, j'ai vu tout Bergman, mais j'y étais contraint. Adolescent Non, quand il était étudiant à la fac, voilà. Et il dit, et d'ailleurs, par contre, pour la musique, on écoutait Le Tout Venant. Et il me dit, moi j'ai l'impression aujourd'hui, quand je regarde mes petits-neveux et tout ça, qu'eux vont voir Le Tout Venant au cinéma, mais ils sont très curieux, on va dire, sur les labels, en musique, sur les labels indépendants et tout ça. Alors il me dit, tranquillisez-vous, ça tourne, ça change. Ça reviendra que les étudiants se diront, arrêtons d'aller voir les gros films commerciaux, intéressons-nous, voilà. Voilà. Mais comme une posture. Et beaucoup de réflexes dans la vie sont faits par... On suit des postures et puis on suit aussi un peu le nombre parce qu'on va voir un film pour pouvoir aussi en discuter avec son camarade de classe, etc. Vous avez eu, par exemple, lorsque vous êtes intégré à la FEMIS, parfois tendance à mentir sur une certaine cinéphilie parce que votre environnement était peut-être un peu plus cinéphile qu'auparavant et que vous deviez être à la hauteur, quelque part ? Oui, entre les deux. Je pense que c'est très difficile, surtout si on est entouré de gens qu'on admire, d'avoir des opinions solides. Et c'est d'ailleurs, c'est le grand travail, j'allais dire, peut-être d'un cinéaste, d'un critique et tout ça, c'est d'être près de son ressenti, savoir si on aime une chose par un effet de posture, par un effet de contamination du regard des autres, ce qui dans son ressenti est finalement est justifié, est profond. Et ça c'est un travail. Alors vous parlez de la critique de la presse, c'est quelque chose qui vous importe aujourd'hui ? Alors moi, non, je les lis pas pour plusieurs raisons. C'est qu'au moment de la sortie du film, il y a beaucoup d'enjeux émotionnels et on n'est pas dans la disposition. De la même façon, c'est pas quand quelqu'un est énervé qu'il faut lui dire peut-être ces cas de vérité et tout ça. Et puis c'est rare qu'une critique s'adresse véritablement au réalisateur. Les critiques écrivent pour les autres critiques et éventuellement pour
pour le relecteur, mais ils n'écrivent pas trop pour le réalisateur. Je n'ai pas l'impression que ça m'est adressé. Il ne faut pas oublier que quand on sort un film, il y a toujours un panachage entre des très bonnes critiques, des bonnes critiques, des plutôt bonnes critiques, des mauvaises critiques, des très mauvaises critiques. Donc à laquelle on va porter crédit. Une critique va dire « il faut absolument qu'Emmanuel Mouret arrête de jouer dans ses films, c'est insupportable ». L'autre critique, il dit « le plaisir du film, c'est la présence d'Emmanuel Mouret ». C'est ce côté, la bonne note, la mauvaise note. Et quelque part, on corrige son devoir. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, voilà, que je n'aime pas du tout. De toute façon, ce n'est pas les maladresses dans un film qui soient sans problème. Je pense que la véritable chose qu'on peut peut-être critiquer, c'est la posture, l'esprit. Concernant le personnage, vous dites souvent que vous êtes acteur de vos propres films. Au début, ça a commencé presque par défaut. En tout cas, ça n'a pas été votre idée finalement. C'était en jouant dans mon film de fin d'études, Promets-toi donc tout nu, parce que bon, un peu la précipitation, je n'avais pas le comédien que j'espérais avoir. Et sur un peu les conseils d'un de mes camarades, il m'a dit « mais pourquoi tu ne le fais pas toi ?» Puisque parfois on jouait un peu dans les films des uns et des autres. Puis j'avais fait un petit conservatoire d'art dramatique. Je me suis dit pourquoi pas. Et surtout, ce qui m'excitait, m'amusait, c'était à la fois de faire comme ces cinéastes réalisateurs que j'admirais. Voilà, Woody Allen, Moretti, Tati. Mais aussi par rapport à mon école. Et de me dire, bah, tiens, voilà, je vais vraiment les surprendre en jouant dans le film. Et puis finalement, il a été très bien accueilli, ce moyen métrage, au point qu'un producteur m'a dit « je te produis un premier long métrage, mais à condition que tu joues dedans ». J'ai joué dedans, c'était Les Sons Lucifer, le film a été moyennement accueilli. J'étais tellement blessé que je me suis dit jamais plus je jouerai dans un film. Sur le suivant d'ailleurs. Je joue pas, d'ailleurs c'est le portrait de deux jeunes femmes, Vénus et Fleurs, je pensais plus jouer. Et quand on a préparé Changement d'adresse, on avait envoyé le film à plein de comédiens, mais on ne recevait absolument aucune réponse. Et on cherchait une comédienne. Et puis un jour, mon producteur tombe sur un court-métrage sur Frédéric Bell, qui passait des essais pour un court-métrage qu'il produisait. Et il trouve la fille étonnante, et il me dit bah, « tiens, ce serait bien de lui faire passer un essai ». Et je lui donne la réplique. Et c'est quand lui nous voit tous les deux, on dit « mais voilà, il faut absolument que vous jouiez ensemble tous les deux ». Le film a été très bien accueilli, donc il était induit que je joue dans le suivant, qui a été aussi bien accueilli. Et ensuite, Fais-moi plaisir, qui a été, voilà, qui est un peu, voilà, sur lequel qui a un peu moins bien marché. Donc voilà, on s'est dit que voilà, j'allais arrêter de jouer. C'est pour ça que je ne joue pas dans l'art d'aimer, enfin, ou très peu, et ensuite dans une autre vie. Voilà. Enfin, il y a une sorte de maladresse heureuse à chaque fois dans ce qui vous arrive, dans ce que votre personnage vit. C'est votre personnalité que vous mettez à l'écran. Je pars de mes rêveries. Donc les rêveries, on les fait avec une part de soi. Après, les films n'ont rien d'autobiographique, si ce n'est inspiré de rêveries, de fantasmes, oui. Un type voilà, qui est un maladroit, qui n'a pas un physique extraordinaire et qui arrive malgré lui à séduire des femmes qui le font rêver. C'est quelque chose, oui, qui est pour moi de l'ordre du cinéma et que j'ai aimé au cinéma. Dans la vie, vous trouvez la maladresse séduisante ? J'espère que les femmes la trouvent séduisante, surtout. Alors, on vient d'avoir les Césars la semaine dernière. Est-ce que c'est comme la critique ? Quelle est pour vous l'importance aujourd'hui ? Quel est votre regard sur ça ? C'est important, j'allais dire, sans compter les courts-métrages, donc j'ai fait 8 ou 9 films. Non, bah maintenant, je m'attendais pas... Ça vous importe ou pas ? Non, je pense que peut-être les premières fois, ça vexe un peu, et en même temps, je n'étais pas dupe, j'avais fait des petits films. Ça vous vexait un peu ? Quand on est jeune, on sent un petit peu vexé. Aujourd'hui, plus du tout. Autant je pouvais être jeune, être un peu envieux, autant maintenant, quand on commence un peu à compter du monde, être content pour ceux qui ont ces palmes, ces récompenses, parce que c'est un petit coup de pouce professionnel. Puis on ne peut pas jeter le projecteur sur tout le monde, il faut sortir des numéros. Vous avez l'impression que l'avidité de récompense, de distinction, de mise en lumière est plus liée à la jeunesse, en tout cas? Non, mais oui, parce que quand on est jeune, on veut y arriver jusqu'au jour où on comprend qu'on n'y arrivera jamais. Donc oui, je pense que c'est plus lié
à la jeunesse, oui, oui, oui. Bon, vos films sont, à part une autre vie, sont des comédies. C'était Critica, je croyais, vous disiez que ce qu'il y avait de bien dans le cinéma de Mouret, c'était que même s'il était parfois maladroit, ça restait une en scène dans la bouche carriée du cinéma comique français. Est-ce que vous comprenez cette réflexion de ce journaliste, et vous, quel est votre rapport et votre regard vis-à-vis de l'humour du cinéma français d'aujourd'hui? En tout cas, je prends ce qu'a écrit cette personne comme en tout cas un encouragement extrêmement aimable. Après, je n'ai pas une affection en soi pour le genre de la comédie, parce que je ne cherche pas à faire un film qui fait rire absolument. Ce que j'aime au cinéma, oui, c'est justement qu'on ne soit pas forcément aussi enserré dans un registre. Et c'est cette liberté-là de tonalité dans un film que j'aime. Alors, je travaille à partir de personnages. Ce ne sont pas des personnages, on va dire, blasés. C'est des personnages qui ont encore une certaine forme de fraîcheur, d'écoute. Ce sont des personnages sans jugement, prêts à écouter l'autre et à être surpris, qui permettent pour moi un dialogue argumentatif, grosso modo, qui exprime un peu peut-être le fond de ma conscience. Ça serait le mot est trop prétentieux. Mais dans ce que la conscience a justement parfois de maladroit, d'un peu candide, là où la conscience se débarrasse des jugements a priori. Ou alors qui défendent un argument, une idée. Et comme leur façon parfois de juger les choses, de réagir, ne sont pas communes, on se retrouve dans des situations cocasses. Et c'est là où on se retrouve peut-être dans quelque chose de la comédie. Et puis il y a aussi autre chose qui est le goût pour le gag, peut-être ce goût enfantin, sur quelques films, dans Changement d'adresse, dans Fais-moi plaisir, dans le dernier, dans Caprice, voilà. Dégrainer le film de quelques gags, mais parce que ça me plaît, j'ai dit avant tout, c'est parce que ça me plaît. Je pense que ça peut créer un certain attachement avec le personnage. J'aime beaucoup les films également de Blake Edwards, on va dire, qui ont aussi cette qualité. Si on prend voilà, Ten ou Mickey et Maud, c'est des films qui sont remplis de gags et en même temps aussi graves. Très, très, très sentimental. Par rapport à ce qui aujourd'hui est justement mis en lumière dans le cinéma français, qui est un cinéma très naturaliste, comme il y a eu Stéphane Brisé, La loi du marché, Fatima, qui ont été les deux gros succès de cette année au César. Vous faites un cinéma qui est profondément antinaturaliste. Quel est ce choix et pourquoi est-ce que vous voyez le cinéma naturaliste comme une forme de cinéma qui ne peut pas être le vôtre? Antinaturaliste, c'est peut-être un peu excessif. Mais oui, je ne communie pas avec le naturalisme, parce que ça me semble très souvent une posture. Alors c'est peut-être mon côté cinéphile des années 30 aux années 50 qui fait ça. De toute façon, le naturalisme même de cette époque-là, je ne saurais même pas le reconnaître, dans les films, voilà, on passait ce côté-là, la vraie logique qui appartient au cinéma. C'est une logique sentimentale. Donc c'est ça qui, en tout cas, moi, m'intéresse dans les films. C'est ça qui fait, à mon avis, qu'on s'identifie à un dessin animé dans un film de science-fiction et tout ça. Je ne suis pas dérangé, moi. Les films de science-fiction ne me dérangent pas. Je me dis pas, ça va pas être comme ça, c'est pas vrai, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, François Truffaut disait que lui-même faisait des films, parfois, il avait fait quelques films d'époque, pour pas tomber dans les ornières de la critique du naturalisme. Parce que... le problème du naturalisme, c'est qu'il crée du convenu. Il est convenu qu'on parle comme ça, il est convenu qu'on se démarche comme ça. C'est plein d'inconvenus, d'une certaine manière. Donc moi, simplement ce que je propose, c'est un autre naturalisme. Alors parfois on me dit, mais tiens, tu fais des films assez littéraires, pourquoi? Parce que les gens parlent beaucoup, puis ils parlent bien, c'est assez littéraire, voire même théâtral. Mais alors, mais pourtant, quand on parle là à table et tout ça, voilà, quand on parle de nos problèmes entre nous, on cherche des mots, on les choisit, on va, voilà. Les gens disent oui, mais au cinéma, c'est pas très naturel, voilà. Donc c'est la preuve que c'est un code. Ce qui ne paraît pas très naturel au cinéma, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais prenons des exemples, on va dire poussés.
La première fois qu'on voit un film de Rohmer, on est décontenancé, on se dit qu'est-ce que c'est pas du cinéma, ils ne savent pas jouer. Ensuite, quand on est rentré dans le film, il n'y a rien de plus naturel que ça. Donc, je dirais plutôt je propose mon naturalisme, d'une certaine manière, mais j'ai pas envie, à cause d'une idée d'unilatéralisme, prendre des postures qui m'obligent à des choses qui ne m'intéressent pas. Donc on pourrait tout à fait imaginer Emmanuel Mouret faire un film de science-fiction. Ben, là, je prépare un film d'époque, donc vous n'avez pas tort. Donc, voilà. Mais je vous dis, c'est pas quelque chose antinaturalisme, c'est plus bousculer les codes, ce qui est convenu. Mais en même temps, ce que je le fais avec un vrai credo. Je filme des situations auxquelles je crois, mais que je crois en termes de cinéma. Ça veut dire que le cinéma, ce n'est pas la vie. Voilà, c'est comme on fait de la musique. C'est peut-être ça que j'ai le plus à reprocher dans un certain naturalisme. C'est le discours qu'il y a autour qui dit, voilà, dans la vie, c'est comme ça. Ou ces cinéastes qui disent, voilà comment ça se passe pour de vrai. Donc la forme documentaire vous intéresse moins aussi? Alors, peut-être un titre personnel, dans le sens où je fréquente peu le monde du documentaire, mais ma pensée reste la même. Je pense que ce que j'aime dans le documentaire, c'est un documentaire qui affirme son écriture, qui affirme sa façon de procéder avec son sujet. Un film documentaire, c'est le fruit d'une relation, et c'est toujours l'esprit qu'il y a derrière qu'il faut... Voilà. Je n'aime pas les documentaires, comme les films de fiction, qui disent voilà comment sont les choses. Je filme le monde tel qu'il est, et qui veulent nous faire croire que les choses sont comme ça, cette forme de prétention à vouloir montrer le réel, alors que le réel, il est absolument infini. Infimable parce que infini dans les points de vue. C'est ce qu'il faisait de dire à Lacan, le réel c'est l'impossible. Dans un documentaire, on va demander à la personne, est-ce que vous pouvez vous mettre là, est-ce que vous pouvez marcher de là à là, est-ce que vous pouvez tenir comme ça, il est venu s'habiller par rapport à la caméra, il va essayer de bien parler par rapport à qu'est-ce que ça veut dire la réalité? La captation du réel n'est pas possible. Elle n'est pas possible, et c'est cette idée de réalité est vraiment nauséabonde. On est dans le domaine de l'information qui va tenter de nous parler du monde tel qu'il est. Le cinéma, pour moi, c'est le contraire de l'information. C'est le lieu de la question, du doute, du trouble, de l'interrogation. Pour être informé, ben oui, Hitchcock disait, si vous avez un message à faire passer, voilà, prenez un haut-parleur, sinon lisons le journal, regardons la télé, voilà. Mais tout le monde nous dit ce qu'il faut penser sur quelque chose. Le cinéma, c'est un endroit justement pour prendre l'air d'une certaine façon. Ça, vous pouvez dire ça à ceux qui vous reprochent parfois de faire un cinéma un peu vieille France ou démodé, c'est justement parce qu'ils... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, vieille France et démodé. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Pardon? Dans le côté un peu littéraire, un peu poudré comme ça. Mais voilà, est-ce que la France nouvelle, c'est parce qu'on a la caméra à l'épaule, qu'on est tout près du visage et que la personne soupire, et fait putain, fais chier, j'en sais rien, je caricature. Mais je pourrais avoir exactement la même... mais c'est parce que ça rentre pas dans les clous. Voilà. Très bien. Donc, on a fait cette interview en dehors de toute actualité. Votre prochain film, vous savez environ quand est-ce que, au moins le tournage? On espère tourner cet été, voilà, si tout se passe bien. Ici? Non, en Île-de-France, mais ça a plutôt un côté château, hein, ça se passe. Les personnages principaux sont marquis et marquises à Paris, autour de Paris. Je ne joue pas dans le film. Voilà. Merci Emmanuel Mouret. Merci.